mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi ci ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Bonjour, il est le vice-président chargé du panafricanisme et des questions mémorielles à PASTEF, le parti qui est annoncé dissous. On en parlera au cours de cette émission. Il s'appelle Diallo Diop. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir partagé. Alors, oui, les faits parlent d'eux-mêmes. Arrestation de votre leader, Ousmane Sonko, dissolution de PASTEF, il est radié des listes électorales. Pour comprendre la profondeur historique des enjeux en cours, Diallo Diop, dites-nous, quelles sont les toutes dernières informations sur son état de santé? Son état de santé, oui. En tant que médecin, même retraité, je n'ai pas de données détaillées sur son état au jour d'aujourd'hui. Il semble que son propre médecin traitant, le professeur Cissé, n'ait plus accès à lui. À vérifier. Mais c'est ce que j'ai appris par la presse. Je n'ai pas pu le joindre avant de venir à cette émission. Il est donc vraisemblablement entre les mains des médecins, soit de l'administration pénitentiaire, soit de l'hôpital militaire principal. Mais nous avons les informations par voie de presse, notamment l'état alarmant, son état clinique qui serait alarmant, absolument, qui ont pu le voir hier, je crois, ou avant-hier, si je ne m'abuse. Mais ce ne sont pas des cliniciens. Et disons que, de mon expérience personnelle, je sais qu'on peut faire une grève de la faim de plusieurs semaines sans engager le pronostic vital, à condition de boire. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre pourquoi le président Ousmane Sonko a adopté une telle attitude en milieu carcéral. Vous avez dit qu'il a été arrêté. En fait, il a été victime d'un kidnapping. Suite, semble-t-il, à une provocation policière. Dans la foulée, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. C'est cela. Dans les 48 heures qui ont suivi, vous l'avez dit, son parti a fait l'objet d'une interdiction, mais là aussi, il faudra préciser que des jours auparavant, nous étions déjà victimes d'une interdiction de fait. En ce sens que lorsque, par exemple, l'événement qui était probant et qui se suffisait à lui-même, nous avons décidé de faire une conférence de presse en notre siège. L'accès nous en a été interdit par la gendarmerie, alors que aucun arrêté ou décret de dissolution ou d'interdiction n'avait été signifié. Oui, n'avait été annoncé. Et ils ont mis le temps avant de nous notifier le décret de dissolution. Il a fallu qu'on le demande. C'est fait. Ils l'ont fait quelques jours après. Mais c'est-à-dire que ça, c'est caractéristique du matéi de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il invoque la loi pour harceler les gens, mais il foule au pied la même loi chaque fois que ça l'arrange. Et donc, après kidnapping, dissolution de PASTEF, avec emprisonnement à la chaîne, des véritables kidnappings de nos cadres, de nos militants, y compris des élus locaux. On arrête des députés sans levée préalable de leur immunité parlementaire. Et enfin, on nous soumet à un régime que moi, je caractérise comme un régime de terreur blanche. En quoi? En quoi?
Vous voyez le bracelet que je porte? Oui. C'est écrit PASTEF. C'est ce que nous appelons, nous, les bracelets de la liberté. Ah. Eh bien, vous pouvez être interpellé pour cela. Ah oui? Oui. Notamment aux frontières, hein, quand vous arrivez à l'aéroport et que vous portez ce bracelet, on peut vous interpeller pour cela. Vous en avez des cas? Oui, oui, il y en a plein de cas. Et nous avons même des informations sur lesquelles il y a une liste de nos compatriotes de la diaspora, de nos concitoyens, qui sont attendus lorsqu'ils vont débarquer à Dakar pour le Magal, par exemple. Vous voyez? Mais ce n'est pas seulement aux frontières. Il y a des jeunes qui vous racontent qu'ils sont dans la rue, les policiers ou les gendarmes leur demandent d'enlever ce bracelet. De quel droit peut-on interpeller un citoyen sur le bracelet montre ou le bracelet de la liberté qu'il porte? Ça, c'est de la souveraineté privée de l'individu. Donc tout ceci, c'est du harcèlement policier, judiciaire. On est à 1062 prisonniers. Hein, oui, on a passé le cap des 1000. Et surtout, les procédures sont à géométrie variable. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un militant de PASTEF, on peut invoquer le terrorisme, l'attentat, l'association de malfaiteurs. Oui, vous appelez à une manifestation, on l'interdit. Vous décidez de manifester quand même, on dit que vous allez lancer un appel à l'insurrection, ainsi de suite. Alors que lorsqu'on nous tue, par arme à feu, notamment, qu'on soit en uniforme ou en civil, hein, pour les nervis, lorsque on nous blesse, on ne tue pas, mais on nous blesse, parfois grièvement. Lorsqu'on nous agresse et que nous portons plainte afin que justice nous soit rendue, aucune de nos plaintes ne fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire. À ce point? Oui. C'est comme si vous aviez deux catégories de citoyens. Vous voyez, ceux qui sont dans le régime et ceux qui sont contre le régime. Le fait d'être opposé à ce régime, ça suffit à vous prouver de vos droits fondamentaux, de vos droits constitutionnels. C'est pour cela que nous appelons à la résistance constitutionnelle et que nous allons engager toutes les procédures légales pour faire lever cet arrêté d'interdiction, pour faire libérer le président de notre parti. Mais il y a eu beaucoup d'appels pour justement demander à votre leader d'arrêter la grève de la faim. Justement, à ce niveau, quel entendement en faites-vous? Alors, étant donné les conditions de son arrestation, de la dissolution de son parti, et maintenant, cerise sur le gâteau, de sa radiation des listes électorales, qui n'a pas été notifiée non plus, en tout cas pour le moment, dans les conditions carcérales, la seule arme du citoyen, s'il est convaincu d'être dans son bon droit, mais c'est la grève de la faim. Pour marquer sa protestation contre l'arbitraire dont il est victime. Les modalités de la grève de la faim et sa durée dépendent finalement de l'autorité et non de lui. Lui, il est dans une attitude d'autodéfense. Mais il expose sa vie également. Pas dans le court terme, ni dans le moyen terme. Ah oui? Non, c'est dans le long terme. Et croyez-moi, avant que nous en arrivions à cette phase-là, mais j'attends d'avoir des données cliniques précises. Oui, mais je n'ai pas accès. Je suis allé, moi, au Teranga pour voir. On m'a renvoyé au directeur de l'administration pénitentiaire, vous voyez, qui est un militaire. Donc, je vous assure, hein, normalement, son médecin traitant doit suffire à nous fournir des éléments médicaux précis et même détaillés pour qu'on puisse évaluer le risque. Nous ne prendrons pas le risque de compromettre la vie d'Ousmane Sonko. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que Cherbara Ndiaye, hein, une autre victime de l'arbitraire du pouvoir, et qui n'est pas membre de PASTEF, vous voyez, aurait arrêté sa grève de la faim selon une information que j'ai eue ce matin. Mais toute l'information est à vérifier dans le pays, hein, à l'heure actuelle. Il est victime d'un arbitraire
caractérisé, puisque ce sont ses propos sur sa chaîne de télévision, sur sa chronique à Walfadjri, qui lui ont valu cette persécution et cette violence. Il faut voir les conditions, la brutalité avec laquelle cet honnête homme a été interpellé, arrêté et mis sous les verrous. Et donc, sur cette base, nous allons organiser la riposte proportionnée au défi qui nous est lancé. Avant d'en venir à la riposte, Diallo Diop, invité d'objection, il y a la dissolution. Aujourd'hui, on assiste également à des départs des membres, justement, de votre parti. La clandestinité, dit-on. Oui. Oui, vous êtes un acteur, un observateur de la scène politique, mais doublé d'un acteur qui a vécu des moments. On parle souvent du premier parti qui a été dissous en annonçant le PAI. Mais qu'en est-il, justement, de l'éclairage sur cette profondeur historique? Merci. Excellente question. Parce que plusieurs rectificatifs s'imposent. D'abord, c'est exact que le PAI a été le premier parti dissous dès 1960. 60. À l'époque, c'était le président Mamadou Dia Oui. qui était président du Conseil, mais c'était après l'éclatement de la Fédération du Mali. C'est-à-dire que le président Modibo Keïta n'était plus chef de l'État, et surtout il avait été expulsé du Sénégal dans des conditions absolument indignes, dans un fourgon scellé. Alors il est celui qui a signé l'acte d'indépendance de la République du Mali, qui était une république fédérale. Mais il y en a eu d'autres sous le régime de parti-État, nous on appelle ça. Il y a parti unique, hein, et il y a l'État, qui est le chef de l'État et le chef du parti. Il y a eu d'abord la dissolution, interdiction du bloc des masses sénégalaises, le premier parti créé par Cheikh Anta dès son retour du pays. Ça, il l'a créé en 61, si je ne m'abuse, et on l'a dissous en 63. Dès sa création? Non. Après, il a fait quelques activités. Il a notamment fait la campagne référendaire sur la constitution de la Deuxième République après l'élimination de Mamadou Dia, le référendum et c'était extraordinaire les conditions d'ailleurs de ce référendum, mais passons. Celui-là, le bloc des masses sénégalaises a été dissous, et comme entre-temps, en décembre 62, on avait éliminé l'aile nationaliste du gouvernement qui était le Mamadou Dia, avec ses compagnons d'infortune, principalement Waldio Ndiaye et Ibrahima Sarr, et Joseph Mbaye. Cheikh Anta s'est allié aux diaïstes, comme on les appelait. La politique est toujours très personnalisée au Sénégal. Et pour créer le Front National Sénégalais, FNS, qui lui n'a jamais été reconnu. Vous voyez, il a été... Senghor a essayé de lui dire, je peux te laisser toi, mais pas avec les diaïstes. Il dit, tu ne peux pas me choisir mes alliés à ma place. Et lorsqu'il a refusé de reconnaître ce parti en 64, Cheikh Anta a décidé que parce qu'Antoine Mamadou avait été condamné à perpétuité et déporté à Kédougou avec ses compagnons, il a décidé que tant que Mamadou serait en prison, il ne créerait pas de nouveau parti au Sénégal. Donc il n'a pas choisi la clandestinité. Et il a attendu 74, notre libération de tous les prisonniers politiques du Sénégal, en fait à la suite du décès en détention de mon frère aîné Omar Diop. Dont Mamadou Dia lui-même disait que c'est à son sacrifice que nous devons la libération de tous les prisonniers, qu'il a repris des démarches avec les diaïstes pour fonder le Rassemblement National Démocratique. RND. Mais le RND, dès qu'il a surgi, Senghor a fait savoir qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il y avait de la place pour le PDS, mais pas pour le RND. Dissolution dès sa création? Non. Refus de reconnaissance légale. Et ils s'empressent de modifier les règles du jeu. Ils changent la Constitution. Vous savez, la Constitution peut être changée par référendum ou par voie parlementaire. C'est ça. Or, il était parti unique. C'est-à-dire, il avait 80 députés à l'époque. Il avait les 80 députés qui étaient députés de l'UPS, devenus PS entre-temps. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit à Cheikh Anta, moi, il n'existe que 3 courants de pensée politique dans le monde. Le socialisme démocratique, et c'est pour moi. Le libéralisme démocratique, et c'est pour le PDS. Ouad dit, ah non, moi je suis travailliste. J'ai fait un récépissé de travaillisme. Il lui dit, à prendre ou à laisser, si tu ne prends pas le libéralisme démocrate, je te dissous. Ouad se plie. Voilà l'origine du libéralisme affiché par Abdoulaye Wade. C'est un diktat senghorien.
Et il dit maintenant reste le troisième courant communiste, disant à Cheikh Anta, si tu veux, tu prends le courant communiste pour le RND. Et Cheikh Anta n'a pas accepté le diktat de Senghor. Il a dit simplement que tu ne peux pas choisir mais mon idéologie à ma place. Apparemment, le panafricanisme n'existe pas dans tes options, alors que s'il fallait choisir une idéologie à coûte que coûte, c'est plutôt celle-là que le RND aurait choisi. Mais de toute façon, on ne te reconnaît pas le droit de nous. Et c'est comme ça que le RND n'a pas eu de récépissé jusqu'au départ de Senghor. De 76 à 81. Et c'est Abdou Diouf qui va nous reconnaître et qui, dans la foulée, va reconnaître tous les autres partis qui étaient dans la clandestinité, notamment toutes les... je n'ose pas dire les débris, mais toutes les diverses obédiences de l'ex-PAI. Entre-temps, Senghor avait cassé le PAI également en redonnant le récépissé du troisième courant à Majmoud Diop, qui était en exil au Mali, précisément, et qui est revenu, et il y a eu un deal, comme ils savent les faire, entre politiciens professionnels, et notamment la fameuse pharmacie qu'il a ouverte ici à face de la cathédrale, avec un crédit bancaire de plusieurs dizaines de millions. Bref, le PAI authentique, qui était dans la clandestinité, lorsqu'il a voulu se faire reconnaître, a dû changer de nom et est devenu le Parti de l'indépendance et du travail. C'est de là que vient le PIT de Seydou Sissoko d'abord, puis de Ahmad Dansokho ensuite. Voilà. C'est un peu ça, la chronologie du multipartisme dans ce pays. Mais il faut savoir qu'il s'agisse de la liberté politique, la liberté d'association, qui est un droit constitutionnel, de la liberté de presse, le droit à l'information, liberté d'expression, liberté d'aller et de venir, et donc le droit de manifestation, de circulation, ainsi de suite. Toutes ces libertés, ces droits constitutionnels fondamentaux sont à géométrie variable. C'est-à-dire que la manière de les combattre peut être soit par la restriction, l'interdiction, la dissolution, soit la désinformation, et en matière de presse, c'est là où c'est le plus net, par saturation. Au lieu de censurer la presse, on vous sature de médias, de chaînes de radio, de chaînes de télévision, et le citoyen, surtout quand il n'est pas instruit ou en tout cas éduqué, il s'y perd dans le flot d'informations. Exactement. Et ce sont les deux procédés, mais le résultat est le même. C'est que en matière d'information, vous êtes désinformé, soit parce que vous êtes privé d'information, soit parce que vous êtes saoulé d'information. Et en matière de choix politique, soit parce que votre parti est illégal et acculé à la clandestinité pour ceux qui l'acceptent, ou alors vous avez 250, 300 partis. Voilà. Alors Diallo Diop, oui, toujours dans la même démarche, la clandestinité n'a pas démarré aujourd'hui. On a vu et entendu certains membres du PASTEF emprunter cette voie le plus en vue, et justement la jeunesse patriotique qui se trouve présentement, dit-on, à Bamako, au Mali. Exactement. Oui, alors, entre hier et aujourd'hui, du point de vue de la comparaison, qu'est-ce qui diffère justement ceux d'hier à ceux d'aujourd'hui en parlant justement de ces acteurs? En fait, en quittant le territoire national pour se réfugier dans le pays frère, il a renoncé à la clandestinité. Il agit à ciel ouvert au Mali. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous me permettez de le dire, mais votre invité de dimanche dernier, le Premier ministre du Mali, Choguel Maïga, vous avez innové dans le débat politique, parce que nous sommes enfermés dans l'esprit colonialiste du partage de Berlin. Les gens vous disent je suis sénégalais, l'autre il vous dit moi je suis gambien, troisième il dit non mais moi je suis de la Guinée-Bissau, pas du Cap-Vert. Le troisième dit moi c'est Guinée-Conakry, l'autre dit moi c'est Guinée équatoriale, ancienne Guinée espagnole. Nous sommes tous dans les micronations qui ne sont pas des créations endogènes à notre propre histoire, mais le fruit d'un partage par des puissances d'agression, des puissances anciennement esclavagistes, puis devenues colonialistes, et qui se sont partagés notre continent en notre absence, et qui, au moment, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que du temps de la domination coloniale directe, les empereurs, les impérialistes européens regroupaient les territoires. Par exemple, les colonies françaises d'Afrique, vous aviez AOF
et AF, Afrique occidentale et Afrique équatoriale française. Au niveau britannique, vous aviez par exemple la Fédération des Rhodésies et du Nyasaland. Mais au moment des indépendances, on vous fragmente tout ça en micro-États non viables. Tout comme la Fédération des Rhodésies et du Nyasaland va vous donner successivement la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi. Oui. Et donc, une fois que nous acceptons ce cadre qui n'est pas naturel, qui nous a été imposé, on perpétue finalement le diktat colonial, comme si nous étions consentants. Et c'est en cela que l'échec de la Fédération du Mali a été une catastrophe. Retentissante. Et que ça a été, mais parce que ça a été saboté par les Français. Il faut lire les comptes rendus de Mamadou Dia sur le déroulement de cet éclatement. Hein, notamment un certain colonel Claude. Voilà, bon. Mais vraiment, d'avoir donné la parole à Choguel et ce qu'il a dit sur votre antenne à propos de notre situation locale et sous-régionale, il était bon que les Sénégalais entendent ça venant de la part du premier ministre d'un pays avec qui nous avons accédé à l'indépendance le même jour, sous le même drapeau, la Fédération du Mali. Absolument. Tout comme d'ailleurs nous avions un bataillon du Mali envoyé au Congo lors de la première mission des Nations Unies au Congo, quand ils ont fait la peau à Lumumba. Et alors, ce bataillon a été rapatrié le lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali. Dans la foulée, en termes de comparaison, est-ce qu'il y a une spécificité en parlant d'aujourd'hui comparé à hier? Le fait que... Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient partis en clandestinité. Mais c'était le refuge du PAI interdit. Lorsque le PAI était dissous, sa direction, les Majmout, les Litian Beidi, les Sénignans et d'autres, ils étaient au Mali ou en Guinée. Vous voyez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est bien que Pape Gagnemba et Touré aient pu échapper à l'incarcération, comme beaucoup de nos dirigeants sont actuellement en prison. Tantôt, ça va bientôt faire plus d'un semestre. Vous voyez, c'est le même refus. C'est la même solidarité finalement entre Africains. Parce que un Sénégalais au Mali n'est pas un étranger. Et un Malien au Sénégal n'est pas un étranger non plus. Et c'est vrai de la Guinée, c'est vrai de Nous devons œuvrer à une réunification organique de l'Afrique si nous voulons qu'elle puisse recouvrer la plénitude de ses droits dans la communauté internationale. Mais aussi, le combat qui est mené, c'est le même combat finalement. Mais nous nous battons pour la souveraineté. Oui. Nous nous battons pour l'égalité des droits, parce que le principe démocratique, c'est cela, c'est que tout le monde est égal devant la loi. Et nous nous battons surtout pour l'unité africaine, qui est la condition sine qua non de notre survie en tant que peuple souverain. Tant que nous resterons fragmentés comme ça, ils nous avaleront morceau par morceau. Vous voyez, par exemple là, regardez cet acharnement contre le Niger. Alors qu'il y a eu un excellent papier qui est sorti dans la presse du commissaire Sadio, qui n'en est pas à son coup d'essai, et qui dit qu'on dit coup d'État, coup d'État, coup d'État militaire. Il dit, mais avant les coups d'État militaires, il y a les coups d'État constitutionnels. Et ceux qui prétendent vouloir envoyer des troupes pour arrêter un coup de force militaire sont auteurs ou co-auteurs ou solidaires de coups d'État constitutionnels. Et il ajoute une troisième catégorie dans son analyse qui est pertinente. C'est ce qu'il appelle les coups d'État populaires. C'est-à-dire les renversements par les peuples, les soulèvements des peuples contre les tyrans ou les apprentis dictateurs, comme le nôtre. Et il appelle ça les révolutions. Oui, aujourd'hui, Diallo Diop, invité d'objection, le PASTEF a été dissous. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce parti? Son leader est en prison, en grève de la faim. Beaucoup de membres, vous avez parlé de plus de 1000 détenus. Aujourd'hui, et ça continue. Que reste-t-il de cette formation dont on dit qu'elle est dissoute? Oui, alors, excellente question. D'ailleurs, c'est très révélateur la manière dont les médias prennent la précaution de dire l'ex-PASTEF. L'ex-PASTEF. Comme si on pouvait rayer une force politique d'un trait de plume. Vous voyez, le PASTEF, en tant que force politique, est toujours là, et bien là.
il poursuit ses activités. Par exemple, vous voyez, la dernière étape dans le complot contre nous, à savoir la radiation de son code de liste électorale, qui est illégal, manifestement illégal, et on attend qu'elle lui soit notifiée pour en prendre acte et pouvoir introduire un recours contre ce nouvel abus de pouvoir, cette nouvelle provocation. Elle a été faite, la notification? Pas à ma connaissance. Bon, je me demande, dans l'état dans lequel on prétend qu'il est, comment on peut lui notifier quoi que ce soit, puisque Madame Aïda Mbodj nous a dit qu'elle n'a pas pu communiquer avec lui. Qui a fait cette notification, à quel moment et dans quelles conditions? Mais peu importe, elle est illégale et nous l'attaquerons pour qu'il retrouve ses droits. Mais Sonko n'est que le chef d'équipe. Et chez nous, le chef d'équipe n'est pas un tyran, n'est pas un despote. C'est un coach. Vous voyez, c'est un entraîneur. C'est un leader. Il est clair, sûr et certain, que PASTEF aura un candidat à l'élection présidentielle qui arrive au mois de février prochain et que nous ferons le maximum possible pour qu'on ne puisse pas reporter cette échéance électorale. Ah oui, pourquoi vous dites vous reportez? Parce que l'inconduite... Vous craignez un report? On ne le craint pas, on le soupçonne. Et beaucoup de gens avec nous, dans l'opinion. Parce que vous savez, l'opinion politique nationale, l'opinion publique nationale est assez éveillée politiquement, à cause de la relative ancienneté du jeu politicien dans la colonie du Sénégal, qui était un privilège des citoyens des 4 communes, et qui après s'est généralisé au reste de la population. Nous ne laisserons pas des mesures illégales, injustes et inhumaines, exactement comme on dit les militaires qui ont pris le pouvoir et qui sont victimes de sanctions de la CEDEAO, mais comme l'avait dit auparavant les militaires maliens, le gouvernement provisoire de Assimi Goïta, au moment des sanctions qui leur ont été imposées pendant 6 mois et qu'ils ont été obligés de lever sans amener le gouvernement malien à récipiscence. Ce sera exactement la même chose. Mais quand vous voyez cette espèce de fièvre malsaine du chef de l'État à vouloir engager une guerre contre le Niger, on se demande si ce n'est pas une occasion d'avoir un prétexte pour reporter notre élection. Il y a des troubles dans le pays, il y a l'instabilité, il a des difficultés manifestement à désigner le candidat malgré la carte blanche que lui aurait donnée sa coalition. Une bonne guerre en plus régionale, et les carottes sont cuites. Il y a l'état d'urgence à l'intérieur du Sénégal, parce que vous savez, on a été interdit de fait avant d'être interdit légalement, juridiquement. Ben, on est dans un état d'urgence non déclaré, mais on va vers un état d'urgence. C'est ce qui l'arrange. Et après, il vous dira, ben, on est en situation d'état d'urgence, on risque même d'aller en état de siège et avec loi martiale. À quelle fin, finalement? Afin de reporter l'échéance présidentielle pour laquelle manifestement il n'est pas prêt. Ce que nous n'accepterons pas. Et avoir un prétexte pour dire qu'il était invalidé pour l'échéance du 25 février constitutionnelle, mais que maintenant nous sommes hors constitution, et que donc dès lors, c'est lui-même qui va se représenter pour un 3e mandat, parce que ça ne vaut plus. On est hors mandat. Vous voyez, c'est ce genre d'artifices et d'astuces politico-juridiques, voyez, qui sont le fort des agents de la France-Afrique. Je vous donne un exemple. Je crois qu'on vote au Gabon. Samedi. Voilà. Vous savez que le Gabon, c'est un clone du duvalierisme à Haïti. Vous voyez, Papa Doc, le docteur Duvalier, et Bébé Doc, qui lui succède. C'est le scénario en Afrique centrale. C'est le scénario au Togo. Vous voyez? Et aujourd'hui, alors pour vous montrer comment on disent les Wolofs, comment on manipule le jeu, on tripatue le jeu électoral, exactement, c'est le mot en français. Aujourd'hui, il y a 3 élections en une seule. La présidentielle, la législative et les municipales. Au Gabon. Au Gabon. Avec un bulletin unique. Et
avec ce bulletin unique, vous votez pour les 3 scrutins. C'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité de faire un panachage. D'accord? Avec une opposition aussi qui s'est mobilisée. Alors, justement, il semble que le remplaçant de Ping, celui qui mobilise tout le monde autour de lui, finalement, eh bien, toute l'opposition. il semble qu'il ait été mis aux arrêts. Ah. Vous voyez, c'est ce genre de farce. Oui, haute trahison. C'est ce genre de farce auquel on est soumis en France-Afrique depuis un demi-siècle. Et ils entendent continuer. Parce que le jour où la France perd l'Afrique, c'est les propos même de ce criminel de Sarkozy, ce criminel impuni. Il dit elle est ravalée du rang de 5e au rang de 18e puissance mondiale. Le jour où elle perd l'Afrique. Mais comment un petit pays comme la France peut-il garder un sous-continent comme l'Afrique noire, puisque c'est comme ça qu'ils nous appellent. Bon, c'est dire que le jeu électoral, quand il permet l'expression sincère et réelle du suffrage populaire, c'est le fruit d'un combat. C'est le fruit de lutte. Et pour son malheur, Pastef a fait la preuve irrécusable de son capacité, de son aptitude à participer à des élections de tout type, aussi bien locales que parlementaires, que nationales, présidentielles, valablement et avec une certaine efficacité, puisque ces scores vont crescendo. Oui, et cela s'inscrit dans une trajectoire autour d'un homme, dès le départ, qui a quand même résisté, quoi qu'on puisse dire, et ça n'a jamais été facile depuis le fameux, la création du syndicat au niveau du Trésor jusqu'à aujourd'hui, le parti qui a été créé. Expliquez-nous cette tendance qui n'a pas été aisée autour d'un homme et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation assez complexe. Mais en fait, c'est simplement parce que c'est un homme de conviction. Vous voyez, il ne s'agissait même pas de parti politique au départ, il s'agissait d'un syndicat des agents de l'inspection des impôts et domaines. Oui. Et on lui a dit, ah non, vous êtes un corps d'élite, vous n'avez pas le droit de vous syndiquer. Ils se sont bagarrés, lui et ses camarades, jusqu'à imposer ce syndicat, à la tête duquel il a fait ses mandats. Et il est parti. Et il a passé la main au suivant. Et du coup, avec d'autres compagnons à lui, il décide de créer un parti politique. Ils se mettent en règle avec les textes, ils déposent, et comme on était entré dans la phase non plus de répression par restriction, mais de répression par saturation, on lui a donné son récépissé. Je ne sais pas s'il était le 150e ou le 250e parti à qui on donne son récépissé. Donc ils ne l'ont pas vu venir. Contrairement à nous, cher Anta, quand il est arrivé de loin, on lui a dit on ne veut pas de toi. Et, par exemple, je vous donne un exemple qui est révélateur. Savez-vous que Sonko a participé aux assises nationales dans la commission économie en tant que responsable, secrétaire général du syndicat des impôts des agents des impôts et domaines. Et à ce titre, il a signé la charte de gouvernance démocratique des assises nationales qui a scellé, encore une fois, le consensus politique le plus large jamais réalisé dans l'histoire de la colonie du Sénégal. Eh bien, à ma connaissance, il est le seul membre des assises à avoir signé cette charte une seconde fois, 10 ans plus tard, parce que la charte, on l'a signée en 2008. Eh bien, en 2018, non pas au siège des assises, mais au domicile du président Mbow, en compagnie d'ailleurs d'autres partis récents, notamment la LD Debout, il a signé à nouveau la charte de gouvernance démocratique des assises nationales en tant que chef de parti et non plus en tant que responsable syndical. À ma connaissance, c'est sans précédent et sans équivalent dans les parties prenantes aux assises nationales. Comparer cette constance et cette cohérence dans la ligne de conduite politique par rapport à celui que je ne nommerai pas, qui après avoir signé la charte de gouvernance démocratique des assises pour surfer sur la vague ascendante du peuple des assises, comme on les appelait, jusqu'à se retrouver président de la République, et qui, quand on lui demande d'en appliquer les conclusions, surtout qu'il avait fait mine de le faire avec la Commission nationale de réforme des institutions du président Mbow, s'empresse de dire qu'il l'avait signé avec des réserves.
ce qui est une contre-vérité. Ah oui. Il n'a apposé aucune réserve au bas de sa signature de la Charte de gouvernance démocratique. Ça signe la différence de morale, la différence de statut politique entre les deux challengers, puisqu'on en fait un combat de coq, ce que ce n'est pas. C'est en fait le combat qui nous oppose au président Macky Sall. C'est profond. C'est entre deux lignes de conduite politique, deux orientations stratégiques pour l'Afrique. Mais est-ce que vous croyez que nous allons nous retrouver à lancer des opérations militaires contre un pays frère sur injonction de l'Élysée, comme le font Ouattara et même si Macky? Le pays est dans l'illégalité constitutionnelle. Mais le président Macky Sall est dans une illégalité permanente et structurelle. Il viole les lois du pays, comme bon lui semble. Est-ce que nous n'en faisons pas appel à l'étranger pour autant? D'abord, ce n'est pas l'étranger. On pourrait faire appel à des pays frères. Mais nous ne le faisons pas. Mais nous allons régler nos comptes à l'interne. À l'interne, c'est-à-dire aujourd'hui, les mécanismes comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, comme l'Union africaine. La CEDEAO s'est discréditée aux yeux des Africains avec sa récente prise de position sur le putsch militaire. Mais il faut bien une solution quand même, une alternative. Mais l'alternative, c'est aux Nigériens, puisqu'on est encore dans le pacte colonial, et qu'on fonctionne encore en tant que colonie, hein, le Niger, le Mali, etc., le Sénégal, c'est des créations des Européens. Nous devons réunifier l'Afrique en supprimant les barrières imposées par les maîtres de l'époque. Regardez ce qu'ils ont fait après la Première Guerre mondiale. Dès qu'ils ont battu l'Allemagne, parce que le pacte, c'était à Berlin qu'ils l'ont signé. L'Allemagne était la maîtresse de l'Europe. Lorsque ils ont vaincu l'Allemagne en se coalisant, hein, les puissances de l'entente, la première chose qu'ils ont faite, c'était même d'ailleurs avant de la vaincre, dès que les hostilités, la Première Guerre mondiale a été déclarée, mais les Anglais et les Français se sont empressés de se ruer sur les colonies allemandes en Afrique. Les Britanniques ont fait main basse sur le Tanganyika. Les Français et les Britanniques ont fait main basse sur le Cameroun. N'est-ce pas? Le roi des Belges, les Belges ont fait main basse sur le Rwanda-Urundi. N'est-ce pas? Et les Sud-Africains de l'apartheid ont fait main basse sur le sud-est africain, comme ils l'appelaient, c'est-à-dire la Namibie. Vous voyez? C'est ça, le produit de l'Afrique dont on vous parle aujourd'hui, c'est le résultat de ces faits qui remontent de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. On est dans la première moitié. Alors, vous avez parlé de différence de ligne. Oui. C'est bien de comprendre la profondeur également à ce niveau. Finalement, vous partez des assises nationales, mais il est adopté ce que vous appelez le projet. Le projet, justement, face à la continuité néocoloniale. Vous avez trouvé le mot, mais justement, comment, de façon comparative et analytique, scinder ce qui peut faire la différence entre ces deux pôles, Diallo Diop? En fait, ils sont antithétiques, ils sont antinomiques, donc c'est très facile. Vous savez, les gens parlent ici de sentiments anti-français. Nous avons l'habitude de répondre à cela que, d'abord, ce ne sont pas des sentiments, ce sont des positions. Et deuxièmement, elles ne sont pas anti-françaises. Nous n'avons rien contre le peuple français. Elles sont anti-France-africaines. Or, la France-Afrique, c'est une succession innombrable de crimes d'ampleur variable contre l'Afrique, conduits par les gouvernements successifs de la France, finalement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et en tout cas, depuis l'avènement de la Ve République de Gaulle. Vous vous adressez je vous donne un exemple. Aux Sénégalais, aux Africains. Nous voulons comprendre, finalement, qu'est-ce que vous oppose en tant que force. Alors, vous savez ce qui nous oppose? Oui. On va prendre... Bon, d'abord, nous sommes souverainistes, c'est-à-dire, nous sommes partisans que chacun doit être maître chez soi et que c'est donc aux Africains de décider ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, chez eux. Sans que personne n'ait son mot à dire. Vous savez, on parle du Niger. Un petit rappel. Est-ce que vous savez que le Niger est, en dehors de la Guinée de Sékou Touré, le seul pays qui, au référendum gaulliste de septembre 58, a fait 94% de non
La Guinée avait fait 98%. Mais le gouverneur Kolombani, c'était pas à l'initiative de la section RDA, parce que Sékou Touré, c'était le PDG, c'était la section guinéenne du RDA. La section nigérienne du RDA, c'était Amani Diori, il avait fait voter oui, comme les Senghor, comme les Oufouet, comme les Bongo, comme toutes les cliques. Mais il y avait là-bas un certain Djibo Bakari, qui avait créé un parti qui s'appelait le Sawaba, qui avait fait campagne pour le non, et qui a gagné le référendum. Le gouverneur Kolombani l'a mis en fuite, en le menaçant de mort. Heureusement, ils n'ont pas pu le tuer, comme tant d'autres. Et il paraît même qu'il est revenu sur le tard après dans son pays. Mais surtout, il a falsifié le procès-verbal du référendum en attribuant au oui les voix du non et réciproquement. Et on a dit il y a 94% de oui, alors qu'il y avait 94% de non. Vous savez, un peuple qui, dans un contexte comme celui-ci, fait ce choix, c'est qu'il y a forcément de la bonne graine. Parce que c'était un choix historique. Et regardez la réaction du peuple nigérien au coup de force des militaires. Vous voyez? Donc, sur ce plan, comme sur tous les autres, nous voulons la souveraineté, être maître chez nous, être maître de nos ressources, être maître de notre programme de formation, d'éducation et d'enseignement de nos enfants. Qu'on ne continue pas à nous raconter les sornettes de l'histoire du Sénégal, de l'Afrique, telle que les colons la racontent, qu'on enseigne dans les langues africaines, parce que tant que le français sera la seule et unique langue officielle ici, vous aurez 80 à 90% de la population qui restera analphabète, alors que éradiquer l'analphabétisme en ayant recours à nos langues maternelles, c'est une affaire de quelques semaines ou de quelques mois, on le règle en un an. Avoir notre propre monnaie. Être libre d'acheter nos armes comme nous ne sommes pas capables de les produire pour l'instant, être capable d'acheter des armes où nous voulons et avec qui nous voulons, et ne pas être à la merci des marchands de canons français ou européens. L'offre de marché d'armement aujourd'hui dans le monde est suffisamment diversifiée pour que nous cherchions les meilleurs coûts et avec le minimum de conditionnalité politique, comme ils le font. Bref, et surtout, et c'est la clé encore une fois de notre salut collectif, prendre des initiatives déterminées, résolues et vigoureuses pour la réunification politique de l'Afrique, sans laquelle nous ne redresserons pas la tête et nous ne redresserons pas la barre. Tant qu'on sera morcelé selon la volonté des Européens. Et finalement, c'est le tableau qui est peint, qui est contenu dans le projet, qui est décliné. Oui, alors le projet de PASTEF, c'est un projet souverainiste, c'est un projet démocratique, c'est un projet panafricaniste. Bref, d'abord nous allons présenter notre programme bien évidemment pendant la campagne électorale présidentielle, nous allons le détailler, le décliner de manière intelligible pour nos concitoyens. Et apparemment, ce que nous faisons ici dans la colonie du Sénégal intéresse les autres Africains. Donc nous le déploierons au niveau de nos compatriotes africains. Ils verront vite que nous parlons de la même chose. Et ce que dit Sonko vaut pour le Mali comme pour l'Afrique du Sud post-apartheid, où la désillusion post-Mandela est révélée notamment par Julius Malema et son Economic Freedom Fighters. De l'Algérie au Cap et du Cap-Vert à Antananarivo, l'Afrique en est au même stade. Nous ne sommes pas maîtres de nos destinées. Regardez comment la France se permet de certains comportements avec les pays africains anciennement colonisés par elle, qu'ils n'oseraient jamais avoir, ne serait-ce que vis-à-vis d'un pays comme la Guinée. Ou d'un pays comme... Regardez ce qui leur est arrivé avec le Mali. Il a fallu que les Mali les rappellent à l'ordre et les chassent comme des malpropres. Voyez? Mais si maintenant les Nigériens les sortent de leur repli, quand on les a chassés du Mali, vous avez vu, ils ont replié vers le Niger, en traversant le Burkina. La jeunesse burkinabé les a bloqués. Ils ont ouvert le feu sur la jeunesse burkinabé lorsqu'on les a bloqués dans la brousse sur leur progression. Vous voyez? Oui. Et maintenant, si jamais Tiani et son groupe décident qu'ils doivent évacuer leur base de 1500 hommes, ce sera pour aller où?
ils ne pourront plus aller nulle part. La question, elle est agitée. Ils sont déjà au Tchad. Oui, la question, elle est agitée. C'est la plus vieille mission française militaire, Oui. l'opération Épervier. Des ils bases doivent militaires. rentrer à leur base métropolitaine. Et c'est la fin d'une époque. La fin d'une époque à partir justement du départ de ces bases militaires. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez Objection qui reçoit Diallo Diop. Diallo Diop est le vice-président chargé du panafricanisme et des questions mémorielles. Oui, Diallo Diop. De PASTEF. De PASTEF, oui. Les patriotes. Les patriotes, oui, en attendant le recours, bien sûr. Oui, parce nous que avons là, épuisé les procédures légales. Oui, la décision, elle est prise de dissolution. Ah oui. Mais nous l'avons attaqué. Oui. Nous l'avons attaqué et en référé, et c'est-à-dire en suspension, mais en annulation devant la Chambre administrative. En attendant la décision finale, Diallo Diop qui sortirait des juridictions de ce pays, Diallo Diop, le projet acquis à la jeunesse sénégalaise comme la jeunesse africaine. Aujourd'hui, Diallo Diop, cette jeunesse, elle est debout. Elle fait face à des problèmes, à des difficultés majeures et non mineures, comme disent les dialecticiens. Aujourd'hui, oui, elle emprunte la mer. Pour prendre une localité comme Fass Boye, 70 personnes ont disparu, arrachées à notre affection. Vous portez un projet et certainement vous vous adresserez aux Sénégalais. Mais face à une telle problématique, que dire? Que dire? Que nous payons le prix de la servitude volontaire de nos dirigeants qui laissent les prédateurs de la mer piller la ressource halieutique. Et ils sont multinationaux. Les plus grands pilleurs, d'ailleurs, ne sont pas forcément les Européens. Ce sont aussi les Asiatiques, il faut bien le dire. Et notamment les Chinois, mais aussi les Japonais. N'est-ce pas? Ce qui fait que mais tous les côtiers qui vivent de la mer, c'est comme les terres pour les paysans, n'est-ce pas? Ils sont acculés à l'émigration. Et comme les paysans, misérabilisés par le système d'exploitation de la monoculture arachidière ou cacaoyère ou bananière, faisaient l'exode rural, quittaient la campagne où ils n'arrivaient plus à survivre pour venir à la périphérie des villes. Mais l'Amérique a été peuplée par des populations européennes victimes de la famine en Grande-Bretagne à cause d'une maladie de la pomme de terre. Ils ont émigré massivement et comme les Européens sont culturellement et de façon quasi atavique des dominateurs et des prédateurs, ils ont exterminé les indigènes d'Amérique, les Amérindiens. Ils se sont installés à leur place. Et comment s'attaquer à cette question migratoire, cette crise même? En fait, il n'y a eu crise migratoire que quand les Européens ont cessé d'importer notre main-d'œuvre à bon marché pour lui faire les sales besognes que les indigènes d'Europe ne voulaient plus faire, que la jeunesse européenne ne voulait plus faire. Vous voyez, notamment les éboueurs, les petits boulots, la récolte des productions agricoles dans la péninsule ibérique, etc. Quand ils ont eu le trop-plein de ça, ils ont dit, bon, stop, ça suffit. Ils vont changer l'équilibre racial, l'équilibre ethno-racial de nos pays. Il faut les arrêter. Et ils ont commencé à créer les visas, à créer les complications, bref, toutes les procédures. Mais comme c'est le sauf qui peut de la jeunesse, désespérée, ils forcent les barrages, aussi bien via le désert que via l'océan. Eh bien, ils ont créé Frontex. Frontex, c'est un système de barrières, de frontières administratives, maritimes et terrestres, confiées à leur marine, à leur armée, mais aussi aux pays du Maghreb. Vous voyez? Mais quand Frontex a été débordé, parce que on ne peut rien contre les masses en mouvement, ces gens-là sont prêts à tout pour leur survie. Et bien là, maintenant, ils demandent à leurs fantoches locaux de faire le boulot à leur place. C'est-à-dire de réprimer les candidats aux pirogues de l'immigration. Et quelle est la responsabilité des pays de départ? Mais la responsabilité, c'est de ne pas avoir été capable
de subvenir aux besoins de leur population parce que leur comportement est un comportement de prédateur plus que de constructeur. Alors, oui. C'est parce qu'ils pillent les ressources, mais ce qui se passe dans la mer, qui a dépeuplé les populations de poissons, hein, aussi bien côtières qu'en haute mer, hein, mais c'est ce qu'ils ont fait avec l'accaparement des terres. On enlève la terre aux paysans. Le foncier. Le foncier, le trafic innommable des terres, notamment des terres de culture, qui est le gagne-pain du paysan de base. Vous voyez ? Tout ceci, c'est les conséquences de ce qu'ils appellent, eux, la malgouvernance et ce que nous appelons la prédation. Alors, dernière question. Oui, Diallo Diop, la dernière Pastef. question de Pastef, vous insistez beaucoup. Non, parce que je ne supporte pas le ex-Pastef, comme si on peut supprimer une force politique d'un coup de crayon, d'un trait de plume. Ils vont se rendre compte qu'on ne se débarrassera pas de Pastef par un décret. Cette jeunesse qui est debout, qui se bat, au même titre que le combat que vous êtes en train de mener, oui, si vous aviez à vous adresser à ce peuple sénégalais, à ce peuple africain, que leur diriez-vous face à ces enjeux en cours? Alors, il y a le propos direct pour nos concitoyens. Si nous voulons libérer Sonko et l'enlever des mains des usurpateurs, hein, qui se sont emparés de lui, il ne faut pas bavarder, pleurnicher. Ceux qui y croient peuvent prier, mais il faut agir. Et pour l'instant, le mot d'ordre, c'est concert de casserole. Mais si 30 minutes de concert ne suffisent pas, nous faisons 60 minutes, lundi 90 minutes, mardi 120 minutes, on verra bien à quel moment ils lâcheront prise et qu'ils le laisseront rentrer chez lui. Après, nous poursuivions les procédures légales pour le rétablissement de ses droits civiques, notamment de son éligibilité et de son statut d'électeur. Et surtout, nous allons leur montrer qu'avec ou sans récépissé, avec ou sans reconnaissance, Pastef existera et continuera d'exister parce que c'est une force populaire et non un groupuscule d'agités. Oui, le contexte est-il bon? Vous ne perdez pas espoir? Oh, jamais, au contraire. Ouais. Tout ce qu'il faut. Je vous donne un exemple. Oui. J'ai appris ce matin dans la presse que Madame Macky Sall aurait dissous sa fondation. Oui. Alors nous, ce à quoi on est habitué, c'est que le président sortant, une fois qu'il est parti, la fondation de sa dame, de la première dame, s'éteint de sa belle mort. Et puis voilà, en attendant que la nouvelle première dame, apparemment, fasse la même chose. C'est-à-dire crée une fondation. Quoi qu'il faut savoir que ça a commencé avec Madame Diouf et non avec Madame Senghor. Oui. Pourquoi, 6 mois avant la passation des pouvoirs, on dissout la fondation? Est-ce qu'on a quelque chose à cacher? Et que veut-on cacher? On sait que des milliards, des dizaines de milliards ont transité par cette fondation. Ah oui? Oui, c'est connu. Et les destinataires, les bénéficiaires, c'est le mot, se connaissent. Ah oui? Et, évidemment, et sont connus, ou peuvent l'être, dès lors qu'il y aurait enquête. Mais est-ce qu'ils espèrent échapper au contrôle fiscal, au contrôle administratif, et en cas d'irrégularité, à l'enquête judiciaire, à l'instruction judiciaire, par un simple coup de crayon, encore une fois? Vous savez ça, c'est l'ivresse du pouvoir. C'est les gens qui croient que, quand ils sont chefs, tout leur est permis, et ils peuvent faire ce que bon leur semble, et qu'ils n'auront jamais à rendre des comptes. C'est une illusion, surtout dans l'Afrique d'aujourd'hui, parce que la jeunesse est éveillée, elle est informée, et elle est debout, et surtout elle veut vivre décemment. Et c'est ça dont on la prive. Hein. La liberté de voyager, c'est pour les jeunes Européens et les jeunes Américains, et peut-être les jeunes Asiatiques, mais pas les jeunes Africains. Au nom de quoi? Alors que c'est nous qui avons peuplé la Terre. Parce que la première humanité est sortie d'Afrique. Au nom de quoi les autres auraient des droits dont on voudrait nous priver, nous? Oui, les enjeux sont en cours.
sous une base interrogative. La réponse appartient aux générations, à elles aussi de la saisir. Oui, absolument. Et dans une perspective que nous aurons certainement l'occasion d'y revenir pour encore une fois continuer à se questionner, à débattre pour des meilleures solutions concernant les populations. Merci encore une fois. Non, merci à vous. Diallo Diop, ça a été encore une fois un plaisir pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes chargé du panafricanisme et des questions mémorielles de PASTEF. Les patriotes. Les patriotes. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Également, un grand bravo à l'équipe digitale à la tête Aline Barre-Saucé. Gardez l'écoute. Maodo Faye et son invité s'installent. Oui, vous êtes sur la 98.5. Au revoir. Mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé